sociaux avec des objectifs de bétonisation privilégiant les unités à 100% sociales. Nous ne sommes pas contre, et je pense que c'est partagé par l'ensemble de l'opposition, nous ne sommes pas contre les logements sociaux. Mais je pense qu'il faut une action raisonnée. Des constructions en tout social, vous le savez, je vous l'ai déjà fait remarquer, conduira inévitablement à une vision déformée du village avec un ensemble d'immeubles éparpillés sur notre territoire. Alors certes, nous l'avons dit, tous à notre tour, nous avons un retard de plus de 20 ans, voire de 30 ans sur ces logements sociaux, mais qui ne peut pas être résorbé sur 3 ou 5 années. Je propose qu'il faut le résorber, mais en assumant une période beaucoup plus longue, sur 20 ans, afin de privilégier le qualitatif au quantitatif, tout en assurant la planification des infrastructures. Quoi qu'il en soit, nous sommes résolument pour des constructions mixtes, avec mélange propriété sociale, ce qui est préférable pour l'intégration de tous. Votre vision du Bossé, monsieur le maire, c'est aussi une bétonisation d'espaces parfois inondables. Je pense à l'espace Pigné, on l'a relevé tout à l'heure, ou sur des emprises de loisirs auxquelles les Bossétans sont attachés, comme le boulodrome et le terrain de football. Cette bétonisation est totalement contradictoire avec la problématique des infrastructures sportives et culturelles, contradictoire en termes de stationnement, de transport et d'équipements inexistants, qui questionnent les Bossétans, alors même qu'en page 9 de ce PADD, nous pouvons lire « Adapter l'offre en équipement à la population actuelle ». Alors, expliquez-nous, comment peut-on en prévoir 13 000 habitants alors que les équipements sont déjà insuffisants pour 10 000 habitants actuellement? Comment peut-on prévoir une estimation de 13 000 habitants dans un horizon proche, 2032, alors que nous ne sommes pas capables de mieux vivre au Bossé avec notre population actuelle de 10 000 habitants? En d'autres termes, il faut traiter l'immobilier actuel en fonction de notre population actuelle. À la page 23 du PADD, nous lisons, je cite, « Améliorer les conditions de passage du trafic, de transport, source de nuisances ». Mais quelle avancée concernant le passage des camions dans le village aujourd'hui? Alors que nous savons pertinemment que si on s'oriente vers un accroissement de la population, cela veut dire accroissement du trafic des véhicules. Autre contradiction, en page 9 de ce même PADD, limiter la consommation des espaces agricoles, avec en page 29 une mise en valeur et préservation des terres agricoles. C'est très louable. Alors pourquoi, expliquez-moi, pourquoi récupérer 5 hectares pour urbaniser la zone de Pigné, avec, nous l'avons rappelé tout à l'heure, plus de 300 logements, avec les infrastructures déficientes que nous connaissons? Alors même que le PADD, en page 5, fixe les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain. Page 17 de ce même PADD, prendre en compte les risques d'inondation. Alors, expliquez-moi, les constructions de piliers ne sont-elles pas prévues en zone inondable? Comment accepter la création de logements dans des zones inondables alors que le PADD tiendrait compte de ces mêmes zones inondables? Quelle contradiction! Pour en terminer avec ces contradictions de votre PADD, intéressons-nous au terrain voué à une aire de grand passage. En page 8 de la Convention des PG, la communauté Sud-Sainte-Baume exerce les compétences obligatoires, c'est noir sur blanc, obligatoires au titre notamment de l'accueil des gens du voyage, obligatoire, par opposition aux autres compétences listées qui sont optionnelles ou facultatives. Alors, qu'en est-il de la participation aujourd'hui de la communauté Sud-Sainte-Baume à ce projet, alors même que vous avez pris de votre propre initiative de, excusez du terme, de squeezer
la communauté Sud-Sainte-Bonne en vouant l'achat d'un terrain au prime abord très louable, à vocation sportive, mais pour en faire une aire de grand passage au mépris des possédants concernés par cette installation sans concertation. Quid, nous l'avons dit tout à l'heure, de la démocratie participative, tant mise en avant lors de votre campagne, monsieur le maire, et excusez-moi, mais avez-vous à ce point honte de ces récentes décisions pour ne pas les soumettre à l'avis des possédants? Je terminerai en disant qu'ensemble, les élus minoritaires rejettent cette politique et s'accordent pour prioriser la mise à niveau des infrastructures et des équipements dont le Bossé manque cruellement. Nous souhaitons une meilleure politique d'urbanisation raisonnée, en harmonie avec le paysage et la population bossétane. Nous le savons, l'attractivité du Bossé est réelle, mais son développement ne doit pas se faire en défigurant ce qui fait son caractère. Je vous remercie. Merci. Une autre déclaration? Bonsoir, monsieur le maire. Lors de votre campagne, depuis votre élection, vous avez mis en avant une volonté de démocratie participative. Sur le PADD et le PLU d'importance majeure, il est nécessaire d'exercer pleinement ce dialogue avec les Bossétans. Le sujet est important. Un référendum local souhaité par nos concitoyens aurait tout son sens. Quand comptez-vous mettre en place cette concertation nécessaire et urgente, et de quelle manière? D'autres interventions? Donc, tu sais lire un peu les questions. Alors, je te demande peut-être de te concentrer sur le PADD. D'accord, André. Oui, je vais me concentrer sur le PADD, effectivement. Je vous remercie pour l'ensemble des interventions, certaines constructives, d'autres un peu moins, mais bon, c'est le jeu, hein, pas de souci de ce côté-là. Et ça me permet de penser que ce PADD, effectivement, est particulièrement intéressant et suscite énormément de commentaires. Et du coup, ça me donne un peu envie de le comparer au précédent, celui qui avait été proposé au conseil municipal, mis en débat au conseil municipal en mars 2019, le 13 mars 2019. Le PADD que vous venez de voir aujourd'hui et que vous venez de commenter, il a le mérite de dire les choses, de préciser nos orientations pour les 15 prochaines années et de les localiser. On n'en reste pas à des niveaux de généralité comme c'était le cas précédemment. Il est normal, il est sain que ce PADD suscite un certain nombre d'objections et heureusement quelques propositions. Dans le PADD précédent qui avait été présenté le 13 mars 2019, rien de tout ça n'apparaissait. On en restait à un niveau de généralité tel qu'on ne pouvait que déplorer ce niveau de généralité. Et évidemment, de ce fait, il était quasiment consensuel. Tellement consensuel que la suppression de la zone AU de Maran n'était même pas évoquée dans ce PADD de 2019, c'était le 13 mars 2019, et nous l'avons découverte dans le projet de Scott, au moment où il a été mis à l'enquête publique, en mai 2019, c'est-à-dire 2 mois après. Donc, le courage, je vous laisse deviner de quel côté il est. On nous dit, je crois que c'est M. Marco, qu'il est nécessaire de réfléchir à une alternative. Je suis entièrement d'accord avec cette proposition. Allons-y. Mais les choix exprimés dans ce PADD, ils reposent sur un certain nombre de données qui ont été clairement exposées tout à l'heure par Céline Prégé, sur lesquelles je vais revenir, parce qu'on les a un peu perdus de vue. Les données, les objectifs, c'est, et j'espère qu'ils sont partagés, hein, préserver les espaces naturels et agricoles, respecter les zones à risque, incendie, inondation, glissement de terrain. Au passage, puisqu'on parle d'inondation, je dirais 2 choses.
Le terrain de Saint-François n'est pas en zone inondable. Vous pouvez aller vérifier et vous pouvez regarder toutes les études qui ont été faites, y compris celles qui ont été commandées par votre municipalité. Et le terrain de Pigné n'est pas inondable dans la partie dont l'urbanisation est envisagée. Donc je continue sur les données qui sont les objectifs que j'espère partager. Donc respecter ces zones à risque, il y a aussi les zones glissement de terrain, limiter l'artificialisation des sols avec pour objectif zéro artificialisation nette à terme, respecter la loi SRU, donc le comblement de la carence à un rythme soutenu et surtout répondre à la nécessité de loger dignement à un coût raisonnable nos concitoyens les plus modestes. Je vais y revenir. Quand je dis à un rythme soutenu, ce n'est pas en 5 ans, M. Halimi, c'est effectivement en 20 ans. Parce qu'on ne pourra pas en 5 ans, et ça ne serait pas raisonnable, et si c'était en 5 ans, ce n'est pas 3000 habitants que nous aurions de plus, mais c'est effectivement 5 à 10. Je reviendrai sur d'autres aspects plus tard. Donc, effectivement, c'est dans le temps. Alors, M. Marco me dit, est-ce que vous avez négocié avec les services de l'État? Effectivement, c'est une question intéressante, et je pense que cette négociation sera nécessaire, et elle sera possible lorsque la loi 3DS sera validée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est elle qui va fixer le cadre de comment on aborde la loi SRU, comment elle est pérennisée, comment elle est prolongée. C'est dans ce cadre-là qu'on va pouvoir effectivement essayer de contractualiser. Et je suis entièrement d'accord avec cette perspective-là. Autre contrainte et autre objectif, donc maîtriser la croissance démographique et mettre à niveau les équipements, parce que tout le monde revient sur les équipements. Je pense qu'il y a un certain nombre qui sont évoqués de façon plus ou moins explicite dans ce PADD, mais le PADD c'est quand même des grandes orientations, c'est pas un listing extrêmement détaillé de chaque proposition, et ça, sur les propositions à venir, nous y travaillerons et vous y serez associés, mais mettre à niveau tous ces équipements, c'est effectivement les mettre à niveau par rapport à la population actuelle et par rapport à la population à venir. Il a été dit, on n'a pas de lycée, on n'a pas de piscine, je suis désolé, mais il est prévu la réservation éventuelle d'un emplacement pour un lycée si la région venait à décider de construire un lycée pour Sud-Sainte-Baume et si Sud-Sainte-Baume estimait que la meilleure localisation était le Bossé. Il y a aussi une piscine intercommunale qui est envisagée. Donc je veux dire, les choses, tous ces éléments sont pris en compte, ce qui ne veut pas dire qu'on aura les moyens de les réaliser, c'est autre chose. Le PLU en général doit permettre un certain nombre d'opérations, mais il ne les fait pas et il ne les impose pas. Il les permet à partir d'une stratégie globale qui est celle du PADD que nous débattons ce soir. Donc, moi, ce que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est que compte tenu de toutes ces contraintes et de tous ces objectifs, allons-y vers des contre-propositions qui en tiennent compte en totalité, pas partiellement. Moi, je veux bien qu'on me dise on ne peut pas densifier là, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, c'est pas raisonnable, il faut un toit à pente plus douce, Je veux bien, j'entends tout ça. Mais faites des contre-propositions globales qui tiennent compte de toutes les contraintes, et je suis prêt, moi, et je pense que nous sommes tous prêts, à en discuter, à les aborder, et si elles sont meilleures que les choix que nous avons faits, eh bien, nous les intégrerons. Mais ne restons pas au niveau de la simple critique. Et je pense qu'une critique est d'autant plus recevable qu'elle s'accompagne d'une proposition alternative. Il ne suffit pas de dire non, de dire stop, de dire les Bossétans ne veulent pas, de s'autoproclamer porte-parole de l'ensemble des Bossétans, c'est autre chose. Alors je vais faire un petit état des lieux. En 50 ans, de 1970 à 2020, les 50 dernières années, on est passé de moins de 3000 habitants à plus de 10 000. De 900 à 4400 résidences principales. C'est-à-dire, on a multiplié par 5 le nombre de résidences principales, ce qui explique aussi que le nombre de personnes par ménage a fortement diminué, et que certains calculs qui disent qu'avec 1000 logements, on arrive à 4 ou 5 000 habitants, sont un peu exagérés. Alors, sur les besoins en logements locatifs sociaux, moi on me dit, Madame Boussala vient de dire, oui, mais on ne peut en attribuer que 10%. C'est vrai, mais dans la réalité, c'est faux. Dans la réalité, quand on regarde ce qui vient de se passer pour les coquelicots,
c'est 70 à 75% qui ont été attribués à des bossétans sur la base de nos recommandations et de nos propositions et de celles du CCAS. Donc, on n'est pas sur 10, on est sur 70 à 80, sachant que sur les 20 à 25% qui restent, il y a énormément de personnes très proches du bossé ou qui travaillent au bossé. Donc, il faut en tenir compte aussi, parce que les gens qui ne sont pas, qui ne travaillent pas, qui ne connaissent pas le bossé, n'ont aucune envie d'y venir, ni ici ni ailleurs de toute façon. Donc, au bossé, nous avons encore, ça c'est les derniers chiffres, puisque le recensement 2018 est quand même sorti, 11% des bossétans qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors le seuil de pauvreté, c'est effectivement un indicateur, c'est pas quelque chose, mais c'est quand même pas négligeable, hein, c'est 1400 € pour une famille monoparentale avec un enfant, c'est quand même pas énorme. Et 11% donc des bossétans sont sous le seuil de pauvreté, mais 22% chez les locataires. Ça veut dire qu'il y a 300 ménages au bossé qui sont locataires sous le seuil de pauvreté. Ces 300 ménages, je pense qu'ils seraient assez intéressés par le logement social. Nous avons plus de 10% des actifs qui sont au chômage, et nous avons en tout 1380 locataires, et on sait que dans la quasi-totalité de ces 1380 locataires, ils rentrent dans les critères d'attribution de logement social. Alors, j'ajoute qu'un certain nombre de logements du centre-ville, puisque tout le monde dit le centre-ville, où les prix sont extrêmement élevés, un certain nombre de ces logements sont vétustes, voire indignes. Et le prix de location au mètre carré au bossé, actuellement, puisque c'est essentiellement dans le privé, est autour de 14 € du mètre carré. 14 € du mètre carré, ça met 850 € hors charge pour 60 mètres carrés. Il faut avoir des ordres de grandeur comme ça. Quand on est sous le seuil de pauvreté et qu'on doit payer 850 € de loyer, je ne sais pas ce qu'on peut manger dans la journée et comment on peut s'occuper de ses enfants. Donc, je pense qu'il faut déjà se préoccuper essentiellement de la population possétane, effectivement, qui a besoin de logements sociaux. Et quand je dis qu'il y a 1380 locataires au bossé dans le privé, enfin, disons qu'il y en a 1200 dans le privé, ces 1200 locataires-là ça représente davantage de ménages que la carence en logements sociaux. Sur cette carence en logements sociaux, qui est quand même en filigrane derrière tout ce qui a été discuté, tout ce qui a été présenté, en 2013, nous avions 4049 résidences principales au bossé, donc 26 logements sociaux. La carence était de 986. En 2018, 5 ans après, il y avait 4384 résidences principales, donc 335 de plus, donc 137 logements sociaux. La carence était de 959, puisque la carence, c'est toujours la différence entre un quart de résidences principales moins le nombre de logements sociaux disponibles. Donc en 2018, on était en carence de 959. Depuis, ont été livrés des vendanges et des coquelicots, 198 logements, dont 99 sociaux. Pendant le même temps, il y a aussi une soixantaine de constructions nouvelles qui ont été réalisées. Donc, sur les 3 dernières années, on a ajouté 260 nouvelles résidences principales, donc 99 logements sociaux, ce qui n'est pas ridicule. Mais, ça nous mène à quoi? Ça nous mène simplement à une carence de 925 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en 2013, on avait une carence de 986, aujourd'hui, on a une carence de 925. Donc, on aura réduit la carence de 61 en 8 ans. Sachant que la carence, donc, faites la division, 925 divisé par 61, vous me direz, divisé par 27, non, pas par 61, je me trompe. Quand je dis qu'on a réduit la carence de 61 en 8 ans, ça veut dire qu'on l'a réduite de moins de 8 par an. Donc, divisez 925 par 8, et vous verrez en combien de temps on aura résorbé la carence à ce rythme-là. Donc, est-ce qu'il faut continuer ainsi? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Est-ce qu'on va mettre 115 ans à résorber la carence? Et est-ce qu'en résorbant la carence de cette façon-là,
c'est-à-dire en continuant à construire 3 fois plus de logements, enfin, que le nombre de logements sociaux ne représente qu'un tiers globalement du nombre de logements construits, on va